dont je vais vous parler aujourd'hui, alors c'est absolument pas exhaustif, hein, puisque ça serait... on ne va pas rentrer dans les détails surtout. Montrer peut-être un panel de ce qui existe un petit peu en Normandie, en tout cas ce qui existe en Normandie, ce qu'on a pu trouver, ce qui a pu être trouvé, tout du moins, en ce qui concerne les fossiles. D'où la Normandie au temps des dinosaures. À votre avis, au temps des dinosaures, la Normandie, est-ce qu'il y avait la Terre au Jurassique? Vous avez tous des notions quand même d'échelle stratigraphique, etc., des temps géologiques. Hein, ouais, ça marche, ouais. Est-ce qu'il y avait la Terre au Jurassique ici? Non. Qu'est-ce qu'il y avait? De l'eau au Crétacé? De l'eau aussi, ouais. Alors pourquoi on trouve des dinosaures à votre avis? Pourquoi on trouve des restes de dinosaures? À votre avis, pourquoi on trouve des restes de dinosaures? Des organismes marins. Pourquoi, non. Pourquoi on trouve... Alors les dinosaures, pour vous, qu'est-ce que c'est? Les dinosaures, ça vivait dans l'eau, dans l'air, sur la terre? Les trois, ça c'est intéressant. Les trois. Ils ont eu qui comme prof? Les dinosaures vivaient dans les airs, dans l'eau et sur la terre. Oui? Bah en fait non, pas tout à fait. C'est que les dinosaures étaient uniquement terrestres. Par contre, il y avait d'autres groupes, comme ce sont des reptiles, vous le savez bien, les dinosaures, hein, n'est-ce pas? Donc, ah bon, d'accord, bon, ça va alors. Il y avait ce qu'on appelle alors les reptiles volants. Vous connaissez le mot? Le nom? Les ptérosaures. On va en voir ici parce qu'on retrouve aussi des restes de ptérosaures en Normandie. On va le voir tout à l'heure. Il y avait aussi des reptiles marins, qui n'ont rien à voir d'ailleurs avec les dinosaures. Hein. Dans les reptiles marins, ce qu'on va aussi voir tout à l'heure, donc on trouve des restes en Normandie, du moins. Il y avait ce qu'on appelle les ichthyosaures. Il y avait ce qu'on appelle les sauroptérygiens. Sauroptérygiens dans ce groupe, dans ce grand groupe, pliosaures, plésiosaures. On va le voir aussi. Il y avait des mosasaures, beaucoup plus tard, au Crétacé supérieur, notamment. Il y avait les tortues, il y avait les crocodiles. Mais en aucun cas, les dinosaures sont marins ni volants. D'accord ? Et il y avait les groupes donc, d'animaux comme les dinosaures qui étaient terrestres. Alors, on trouve ces restes de dinosaures, alors jamais très complets. On les trouve jamais très complets, on trouve des morceaux un petit peu éparpillés. Voilà. Puisque ici, vous l'avez dit, au Jurassique, même au Trias, hein, Trias, Jurassique et Crétacé, c'était recouvert par de l'eau. D'accord ? Donc, à votre avis, d'où ils pouvaient provenir, ces restes? D'où ils viennent, à votre avis? Est-ce que vous avez une petite idée? Parce que nous, on n'en a aucune. D'où ils pouvaient provenir à cette époque-là? Qu'est-ce qui était au-dessus de l'eau à cette époque-là? Monsieur Dupont. Qu'est-ce qui était au-dessus de l'eau à cette époque-là? Nous sommes... Pardon? Massif armoricain. Donc on pense qu'en fait... Vous savez, quand il y a par exemple un... C'est pas mal quand même, hein? C'est pas mal. Tu veux devenir prof? Ouais, ça va alors. C'est normal. Donc aujourd'hui, quand il y a une carcasse, par exemple, de baleine qui traîne sur des centaines, voire des milliers de kilomètres, qu'est-ce qui se passe? En fait, la carcasse va flotter. Elle ne va pas tomber tout de suite au fond de l'eau. Donc il y a des prédateurs, enfin des prédateurs, plutôt des charognards, qui vont venir grignoter un petit peu à droite, à gauche. Donc il y a un membre qui va tomber, puis elle va continuer à flotter. Il y a un autre membre qui va tomber, elle va continuer à flotter, etc. C'est peut-être pour ça qu'on retrouve de temps en temps que des morceaux. C'est très simplifié ce que je vous dis. Ce que je viens de faire en guirlandais, parce que c'est mon ancien prof, M. Dupont. Alors, je ne peux pas raconter de bêtises. Donc, il y a certains membres qui vont tomber, etc. C'est peut-être pour ça qu'on retrouve simplement certains membres. Et pas des squelettes, en tout cas en ce qui concerne la Normandie, pas des squelettes qui sont complets. Par contre, en ce qui concerne les organismes marins, on a les crocodiles, donc des reptiles marins, qui sont connus dans la pierre de Caen. Est-ce que vous connaissez la pierre de Caen? Non?
Pierre de Caen, c'est bâtonien. Je ne me trompe pas? C'est du bâtonien. Pierre de Caen, bâtonien. On trouve dans la pierre de Caen, et d'ailleurs ce qui a été décrit dès les premiers instants de la paléontologie française. Normalement, on va voir tout à l'heure qu'en fait, il y a une carte géologique simplifiée, très simplifiée de la Normandie. Et on va voir qu'en fait, en Normandie, que ce soit la haute, enfin la basse et la haute, on trouve en fait pratiquement tous les affleurements, tous les terrains à l'affleurement. C'est ça qui est intéressant. Que ce soit sur le littoral, bien entendu, mais aussi dans les terres. Alors quand on va... En fait, ce qui est intéressant aussi, c'est les carrières. Parce que les carrières, ça nous évite de creuser. Hein, les gars s'en chargent, les professionnels, les carriers s'en chargent. Donc ce qui est intéressant, c'est de travailler aussi avec les carriers. Parce que quand ils trouvent quelque chose, là vous avez certainement entendu parler il y a peu de temps, alors ça n'a rien à voir avec les dinosaures, mais là ils sont en train de faire un petit peu de pub entre guillemets. Il y a un pré-néandertalien qui a été trouvé à Tourville-la-Rivière. Vous avez entendu parler? Donc ça c'est intéressant. Alors c'est des fouilles qui ont été faites avec les carriers en 2010, avec l'INRAP. Donc c'est la première fois, entre autres, qu'il y a des ossements humains qui sont trouvés dans la vallée de la Seine. En tout cas, sur cette carrière qui s'appelle Tourville-la-Rivière. Hein, il y a des mammouths, il y a toute une faune quaternaire qui a été trouvée. Quoi qu'il en soit, c'est la première fois en fait, qu'on retrouve, que les scientifiques retrouvent des restes humains, notamment du néandertalien, dans ces niveaux-là. Donc les carriers sont très importants. Le tout, c'est de travailler avec eux. C'est de pouvoir travailler avec eux, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc ça, tu peux passer. Ça, tu peux passer. On va directement aller, parce que le temps passe, tu peux aller directement la prochaine, où on va voir un petit peu la carte géologique, très simplifiée de la Normandie, et voir un petit peu les terrains qui nous intéressent. Donc basse et haute Normandie, sans aucun problème. Le vert, pourquoi? Qu'est-ce que c'est pour vous le vert? Ah, ça c'est bien. Le bleu. Voilà. Le violet. J'ai entendu. Le Trias. Donc en fait, on va voir que la Normandie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, on retrouve pratiquement tous les terrains à l'affleurement. Et dans ces terrains, évidemment, on retrouve des enregistrements paléontologiques. Ces enregistrements, ce sont évidemment bien évidemment les fossiles. Donc, merci. Donc on se retrouve tous les petits points rouges. Alors c'est absolument pas exhaustif, hein, mais tous les petits points rouges, ce sont les points en fait où depuis très longtemps, depuis le début depuis la fin du XVIIe siècle, pardon, eh bien il y a des fossiles qui ont été trouvés. Il y en a un petit peu partout. Il y en a aussi ici, et je vais vous faire voir celui-ci. J'en suis assez fier d'ailleurs. Mais il y en a un petit peu, surtout le littoral. Alors le littoral, pourquoi à votre avis? Pourquoi on trouve facilement des fossiles sur le littoral? Non, ils sont déjà échoués. Qu'est-ce que l'érosion? Tout à fait. Le littoral, c'est important parce qu'en fait, il y a toujours une érosion naturelle, bien entendu, et donc il y a des fossiles qui se mettent... on peut découvrir les fossiles, on peut les ramasser. Et donc ça, c'est quand même important. Il y a aussi, donc, je vous ai expliqué tout à l'heure, assez succinctement, mais il y a aussi les carrières. Les carrières, quand il y a les carriers qui travaillent, eh bien, ils mettent à l'affleurement, où ils sortent notamment des fossiles. Donc il faut être là au bon moment, ce qui n'est pas toujours le cas, parce que maintenant, avec toutes les lois, etc., les carriers sont de plus en plus réticents à ce que même les scientifiques viennent récolter le matériel. D'accord ? Quoi qu'il en soit, il y a eu beaucoup de matériel qui a été trouvé dans les carrières, et notamment au début de la paléontologie française. Donc il y a pas mal de sites. Le littoral, vous connaissez les vaches noires ? Monsieur Dupont, ça vous connaissez parce que c'est vous qui nous avez emmenés là-bas. Parce que ça fait 20 ans. À l'époque, c'est Monsieur Dupont qui était à cette place-là. Moi, j'étais derrière. Hein, et donc ça, c'était les sorties de terrain. Est-ce que vous connaissez ça? Ça, ce sont les sables de Glos. D'accord? C'était les sables de Glos. Il y a évidemment toutes les carrières, les falaises des Vaches Noires, Étretat pour le Crétacé, Arromanches, on va en parler tout à l'heure. Il y a aussi, alors, il y a les carrières, il y a l'érosion évidemment naturelle sur le littoral et aussi les éboulis, ça c'est très important. Parce que en fait, quand il y a un éboulis, eh bien, ça nous permet aussi de voir ce qu'on ne voit pas toujours, parce qu'il y a quelque chose qui est devant. Eh bien, quand il y a un éboulis, en fait, on voit à l'affleurement une coupe et on peut lever une coupe. On va le voir aussi tout à l'heure. Notamment ici, ça c'est Saint-Vigor. C'était en 1999 à Saint-Vigor. Eh bien, il y a eu, 99, il y a eu la grosse tempête, je crois. Hein. Et puis en fait, il y a eu un éboulis, et ce qui nous a permis en fait d'aller sur tout le Crétacé, en partant du Cénomanien inférieur jusqu'au Cognacien, de lever toute une coupe.
sur plus de 40 mètres. Donc comme si on marchait en fait sur un escalier avec tous les niveaux et donc avec ce qu'on appelle des marqueurs stratigraphiques. Ça vous connaissez. Qu'est-ce que c'est qu'un marqueur stratigraphique? Si vous connaissez, vous devez me le dire là. Et ça, on l'a vu en cours. Merci. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un marqueur stratigraphique? Ça n'a pas marqué par contre. Hein. Non, on le verra tout à l'heure. Il y en a un d'ailleurs. On va voir après. Donc, merci. Non, mais c'est bien. Alors, dans les carrières, on parlait tout à l'heure du Trias. Et ce qui a été trouvé par des amateurs, il y a quelques années de ça, c'est un fossile. Alors, un fossile, c'était un morceau d'os à la Pernelle, dans le Trias. Un morceau d'os en fait, qui a été étudié par Eric Buffetot. Et en fait, il s'est avéré que c'était un prosauropode. Donc voilà ce morceau d'os. Alors quand on trouve un morceau d'os, évidemment, un os ressemble à un os. Après, il y a toute une étude derrière, une étude comparative, en tout cas en anatomie comparée, qui nous permet de dire c'est telle ou telle bestiole. Ça permettait de dire déjà que c'était un très vieux fossile, et puis un sauropode. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un sauropode? Sauropode. Non? Théropode. Vous savez ce que c'est qu'un théropode? Alors un sauropode, qu'est-ce que c'est? Exactement. Genre Diplodocus, un herbivore, exactement. S'il te plaît, merci. Donc voilà un petit peu la petite bestiole en fait qui est ramenée à ça. Ça a été trouvé, alors ça a déjà été étudié notamment au Brésil. Mais voilà cette petite bestiole en fait qui a été sortie. Donc il y avait donc cet os-là, le fémur, et puis un morceau de vertèbre, et puis un morceau d'humérus. Donc ce fossile-là a été étudié et il s'avère qu'en fait c'est le plus ancien aujourd'hui connu, parce que c'est pas le plus ancien. Tout simplement, il y en a peut-être encore qui sont encore plus anciens. Quoi qu'il en soit, c'est le plus ancien aujourd'hui connu français. C'est le plus ancien connu sauropode français. Donc c'est assez intéressant. Parce qu'en fait, ça montre aussi qu'il y avait une très grande diversité, c'est ce qu'on va voir, il y avait une très grande diversité au niveau des vertébrés. On va beaucoup parler de vertébrés aujourd'hui, je ne sais pas si vous en avez, vous êtes rendu compte, mais on va parler beaucoup de vertébrés. Donc au niveau des vertébrés, il y avait une très grande diversité. Les sables de Glos, on va parler tout de suite, les sables de Glos, Lisieux. Lisieux, il y a une rocade qui a été, alors ça fait longtemps que c'est connu, et il y a une rocade qui a été faite il y a déjà quelques années autour de Lisieux, sable de Glos, etc. Et puis certains amateurs ont fouillé, ils ont récolté le matériel, parce que les scientifiques ils sont jamais sur le terrain, ils sont derrière leur bureau bien entendu. Ils sont en train d'exploiter en fait le travail des amateurs qui a été trouvé. Et en fait il y a énormément de choses qui ont été trouvées, donc c'est un étage oxfordien. Et notamment ces petites dents-là. Enfin, celle-ci, en tout cas, il y en a eu plusieurs, bien entendu. Il y a eu aussi du ptérosaure, etc. Mais il y a un sauropode qui a été trouvé, Camarasaurus. Le voilà, Camarasaurus. Cette bestiole-là. Donc, c'est déjà... Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un théropode? Un sauropode. Merci. En plus, c'est marqué. Et donc, voilà les dents qui ont été trouvées. Alors, on retrouve très rarement, et puis notamment dans les sables de Glos, parce que la fossilisation se fait très mal. Ce qui reste, c'est entre autres les dents, certains os comme les vertèbres, etc. Quoi qu'il en soit, ce qu'on retrouve dans le crâne, voilà, les dents. Alors, le sauropode, en fait, faut s'imaginer un petit peu ces dents-là comme un peigne, d'accord, qui venait s'insérer dans la mâchoire inférieure supérieure, et puis qui arrachait les feuilles. D'accord? Ça, on le trouve en Normandie, sable de Glos. Et puis, ce jour-là, les personnes qui ont fouillé, on est à l'Oxfordien. D'accord? Les personnes qui fouillaient, en plus je le connais, c'était un grand balèze. Et puis, à la fin de sa fouille, il a appuyé sa main, et puis il a senti quelque chose qui piquait. Et puis il a sorti cette petite dent de mammifère, entre guillemets. C'était complètement par hasard. Elle n'a pas encore été étudiée, celle-là. Mais il sortait cette petite dent de mammifère. C'est pour ça que j'ai marqué dans l'ombre des grands reptiles, vivaient les mammifères primitifs. Est-ce que les mammifères sont apparus après les dinosaures? Non. Ils sont apparus quand? Si c'est pas après, si c'est pas avant.
Donc, qu'est-ce qu'ils avaient? Ils avaient un ancêtre commun, peut-être. D'accord, mais ça, vous demanderez après à votre prof. Il vous expliquera. Tu peux passer. Une autre chose, pardon. Il y a eu des travaux qui ont été faits dans le contournement de Caen. Et puis, alors, il y a un musée qui existe. C'est le musée des fossiles. Alors, je ne sais jamais si c'est Luc ou Lyon-sur-Mer. Un des deux villes qui est sur la côte. C'est Lyon-sur-Mer, d'ailleurs, voilà. C'est marqué en plus. Et donc, la personne qui a fouillé, qui a trouvé ces restes fossiles, ils sont présentés donc dans ce musée. Vous pouvez y aller, c'est payant. Musée d'Elbeuf, c'est gratuit. Là, c'est payant. Mais vous pouvez les voir. Et, vous pouvez les voir sans aucun problème. Quoi qu'il en soit, c'est quand même une grosse bête qui a été aussi trouvée, donc un gros sauropode. Alors, quand on dit trouver un fossile, quand on dit trouver un sauropode, trouver un théropode, il ne faut pas s'imaginer qu'on trouve la bestiole en complète. D'accord ? C'est parfois des dents, c'est parfois un morceau. Mais en comparant avec ce qui existe déjà, avec peut-être aussi des squelettes qui existent complets déjà, eh bien on arrive à déterminer si c'est telle ou telle bestiole. Okay ? Donc voilà le cétiosaure qui a été trouvé, qui est encore étudié parce qu'ils ne sont pas tout à fait d'accord sur ce que c'est exactement. Ça c'est normal, c'est le Muséum d'histoire naturelle de Paris. S'il te plaît. Autre chose. Cap de la Hèvre. Là, je ne vois pas la personne. Si, je vois la personne qui est là. Il y a quelqu'un qui a fouillé avec nous pendant quelques années. Et un des copains, en fait, a découvert dans l'Albien. Donc là, on est au Crétacé. Hein. Nous sommes d'accord. Tout à l'heure, on était au Bâtonnière. J'ai peut-être omis de le dire. Quoi qu'il en soit. Ici, c'est dans l'Albien du Cap de la Hèvre. Une autre vertèbre de sauropode. Enfin, deux autres vertèbres de sauropode. Pierre Jancé. Qui est maintenant, ça c'est au Muséum du Havre. Donc, alors, vertèbre caudale de dinosaures sauropodes, par contre, SP indéterminé. D'accord ? On ne sait pas exactement quelle espèce, ce que c'est exactement. Par contre, on sait exactement, on sait que c'est un sauropode. Donc ça aussi c'est intéressant, et notamment au Cap de la Hèvre. Et surtout dans l'Albien, dans le Crétacé, s'il te plaît. Alors, ce qui est aussi intéressant, alors celle-ci, elle ne vient pas d'ici, elle vient du Maroc, celle-ci. C'est les dernières qu'on a trouvées en Afrique du Nord. Quoi qu'il en soit, c'est simplement pour vous montrer qu'en fait, voilà, tout à l'heure, je vous ai montré un petit peu le sauropode, les dents de sauropode, puis là, en voilà une autre. Donc, ça s'insère effectivement comme ça, sans aucun problème. Et ça, est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut être ? Ça, c'est la dent. Donc, ça, c'est la racine. Hein. Toc, et puis la dent, hop, et là. Qu'est-ce que ça peut être ? C'est facile, ça. Exactement. Donc ça, en fait, c'est l'usure. D'accord ? Donc là, ces petites bestioles qui vivaient aussi en Normandie. Alors, on a parlé des sauropodes. Maintenant, on arrive aux théropodes. D'accord ? Les théropodes, dinosaures carnivores. Ces vertèbres-là, qui viennent d'Erel, donc qui sont normalement à l'université de Caen. Il y a des moulages au Muséum d'histoire naturelle de Paris, parce que celles-ci, je ne les ai jamais retrouvées, enfin les originaux, peu importe. L'Ophostropheus, ça c'est un petit dinosaure qui a été redécrit par Gilles Cuny il y a déjà quelques années. Donc voilà ce qu'il y avait aussi. Donc, alors nous sommes au Trias, hein, ici, là. D'accord ? On voit mal parce que... Mais nous sommes là. Hein. Donc Trias, Jurassique, Crétacé. Hein. Donc nous sommes au Trias. L'Ophostropheus, c'est un petit dinosaure théropode qui vient du Trias. Donc déjà, dès le Trias, en Normandie, il y avait ces petites bestioles-là. Alors, du côté de Caen, et déjà depuis très longtemps, en fait, quand je vous parlais de carrières, Pierre de Caen, etc., depuis très longtemps, en fait, il y a eu des fossiles qui sont sortis. Et puis à l'époque, en fait, les futurs paléontologues, ou les paléontologues déjà de l'époque, connaissaient pas trop, savaient pas trop ce que c'était, donc ils confondaient parce qu'ils essayaient aussi de faire avec ce qu'ils avaient, et ils essayaient de comparer notamment, parce que l'idée de dinosaures n'était pas encore bien émergée, donc ils comparaient avec les reptiles actuels. Quoi qu'il en soit, Hugues Deslongchamps, en 1838, donc une carrière à côté de Caen, va commencer à décrire ces ossements, qui va au départ, il va penser que c'est un crocodile, puis en fait, il s'avère que ce n'est pas un crocodile. Là, on a les griffes, etc. C'est un théropode. D'accord ? Et le nom, vous l'avez là. Bâtonnière. Jurassique.
Pifto, Jean Pifto, c'est ça, hein, Jean Pifto, va décrire cet arrière-crâne, enfin ce morceau de crâne qui est assez intéressant, et il va donner le nom Piftosaurus. Enfin, c'est pas lui qui va donner le nom d'ailleurs, c'est celui qui l'a décrit qui va donner le nom. Enfin, ce genre-là a été, vous savez tous, le taxon, vous savez ce que c'est qu'un taxon? Qu'est-ce que c'est? Ah, non, j'y crois pas. Un taxon, vous savez ce que c'est? Le taxon. La semaine prochaine. Bon, on y reviendra alors la semaine prochaine. Je veux bien refaire un tour la semaine prochaine pour vous expliquer ce que c'est qu'un taxon. Quoi qu'il en soit, donc cet arrière-crâne de dinosaure, en fait, a été redécrit par... enfin, le genre a été créé en 1977 par Philippe Taquet, du Muséum d'histoire naturelle. D'accord? Piftosaurus. Et ça, c'est un théropode. D'accord? Un arrière-crâne de théropode, on voit le condyle, etc. Vous le voyez bien, sans aucun problème, les frontaux, etc. Là, vous les voyez. C'est ce qu'on appelle l'anatomie comparée. Quand vous trouvez quelque chose comme ça, si vous allez vous promener sur les vaches noires, vous me le ramenez à Elbeuf. Hein? Surtout, vous me le ramenez. Vous ne le gardez pas, hein? Vous le ramenez, puis après, on peut voir ce que c'est. Si, si, on a le droit. Aux vaches noires, on a le droit de ramasser. On n'a pas le droit de monter dans la falaise pour aller creuser, ce qui est différent. Mais on a le droit de ramasser. 700 € l'amende. Où ça? Aux vaches noires. C'est le conservatoire, ce que m'avait dit. Ouais, ouais. Bon. Ouais. C'est comme ça que j'ai payé ma voiture, alors. C'était ça. Donc, Piftosaurus, un autre théropode, d'accord? Et on va voir tout à l'heure, en fait, si vous voyez les dents d'un théropode, vous avez vu tout à l'heure, je vous ai montré une dent de sauropode, d'accord? Regardez bien les dents. Ça, c'est une dent de Piftosaurus aussi, hein. Regardez comment elle est crénelée. C'est un couteau à beefsteak. Théropode, dinosaure carnivore, ok? Donc ça, c'est des anciennes représentations. Alors, quelque chose qui a été redécrit aussi, il y a peu de temps, enfin, il y a déjà maintenant un certain temps, par Ronan Alain. C'est ce petit dinosaure-là, enfin, ce petit dinosaure qui est d'ailleurs qui est très impressionnant parce que, enfin, très impressionnant, par les restes fossiles qui ont été trouvés à Conteville, dans le Calvados. Donc ça aussi, c'est un petit dinosaure. Il est présenté, du reste, vous connaissez Villers-sur-Mer? Il y a le paléospace à Villers-sur-Mer. Et aujourd'hui, il y a une reconstitution de ce petit dinosaure. Enfin, ce petit dinosaure. C'est un juvénile, celui-ci. Un juvénile qui fait déjà 6 mètres de long quand même. Et donc, il y a une reconstitution de ce dinosaure-là. Et donc, si j'ai mis ça, c'est simplement... bon, la photo n'est pas terrible, mais il est présenté comme ça au paléospace. Mais aujourd'hui, il y a une reconstitution qui est faite. Pour vous donner un petit peu l'idée un petit peu de la taille de ce juvénile. Le voilà. Donc, nouveau taxon. À votre avis, qu'est-ce qu'il a trouvé? Voilà, vous avez compris. Donc voilà, nouveau taxon. Donc c'est voilà. Alors ça, c'est la taille adulte. Hein. Par contre, le juvénile est beaucoup plus petit, mais il est déjà quand même assez balèze. Donc les théropodes, il y en avait aussi. On en trouve encore à cette époque-là, et des nouveaux genres, enfin des nouveaux taxons. Ce qui est trouvé régulièrement sur les vaches noires, enfin régulièrement, c'est une façon de parler, ce sont notamment du mégalosaure. Mégalosaure, c'est un théropode. D'accord? Alors, prémaxillaire, maxillaire. Pour vous dire simplement, en fait, tout ça, ça sera présenté à la prochaine exposition, si je fais bien ma pub, des dinosaures au musée d'Elbeuf de décembre 2015 jusqu'à mars 2016. Donc tout ça, ça sera présenté. Donc voilà ce qu'on peut trouver. Voilà. Tout ça, c'est décrit par Éric Buffetot. D'accord? Falaise des Vaches Noires, Calvados. Ok? Alors, il ne faut pas rêver non plus. Quand vous allez vous promener sur les falaises des Vaches Noires, il ne faut pas rêver, vous n'allez pas en trouver comme ça. Il faut quand même déjà avoir l'œil. Par contre, il y a quelque chose qui est aussi parfois intéressant. Parce que, certes, on n'a pas le droit d'aller creuser. Par contre, parfois, on trouve des morceaux d'os avec ce qu'on appelle une cassure fraîche. C'est-à-dire qu'on trouve au pied de la falaise un os, un morceau de mâchoire, morceau d'humérus, de n'importe quel os, mais on voit que la cassure, elle est fraîche. C'est-à-dire qu'il reste dans la falaise, certainement, le restant de la bestiole. Une partie de la bestiole. Et parfois, il est même arrivé qu'en fait, même 2 ans, voire 3 ans pour les lepages, ils ont trouvé un morceau d'os
Donc la cassure est fraîche, bon, ils sont retournés, 2 ans, 3 ans, ils ne cherchaient pas uniquement ça. Et puis 3 ans après, ils retrouvent l'autre morceau qui était descendu de la falaise. D'accord ? Ça arrive régulièrement. Mais je vous dis, il ne faut pas rêver non plus. Hein. Ça reste exceptionnel. Quoi qu'il en soit, ces morceaux de maxillaire, prémaxillaire, en fait, on voit aussi les dents qui sont là, d'accord ? Et des dents de remplacement. Ici, là, c'est une dent de remplacement. Il y en a une qui est tombée, toc, il y en a une autre qui est derrière. Okay ? Ça, c'est du théropode. Streptopondylus alfordensis. Donc, découvert dans les vaches noires. Pareil. Donc, ça a été redécrit aussi par Alain Ronan. Ronan Alain, je ne sais jamais dans quel sens. Ronan Alain, merci. Donc, voilà ces vertèbres qui ont été découvertes, qui sont aussi présentées au musée du reste. Donc, vous voyez, quand on dit on trouve un fossile, on trouve un théropode, c'est parfois que des vertèbres, c'est parfois que des dents. Mais donc, on va comparer avec ce qui existe déjà pour essayer de le rapprocher le plus tel genre ou telle espèce, etc. Okay ? Ça, par contre, vertèbres de dinosaures théropodes, alors ça reste très vague. On sait que c'est du théropode, mais par contre, à savoir lequel, on peut toujours courir pour l'instant. Et là, beau être étudié, etc., il y a des choses, on ne sait pas. On ne sait pas à les rapprocher à tel groupe ou à tel taxon ou tel taxon. Je vous disais tout à l'heure, regardez. Elle est là, cette dent-là, du reste. Vous pourrez la regarder tout à l'heure, vous ne me la piquez pas. Hein. Vous pourrez la regarder tout à l'heure. Ça, c'est un couteau à beefsteak. D'accord ? Ça, c'est du théropode. D'accord ? Vous voyez la taille de la dent ? Imaginez un petit peu la taille de la bestiole. Il ne faisait pas bon vivre à cette époque-là. Hein. Ou alors, il fallait courir vite. Ça vient d'Afrique du Nord, pardon. Mais par contre, on retrouve les mêmes aussi en Normandie. Pas la même espèce, mais on retrouve les mêmes aussi en Normandie. Et puis quelque chose aussi, quand on fait un petit peu d'anatomie comparée, etc., il y a quelque chose qui est intéressant. Ça, c'est une dent de dinosaure. Ça, c'est une dent de crocodile. Essayez de faire la différence parfois. En général, le crocodile, qu'est-ce qu'il becque ? Qu'est-ce qu'il mange ? Poisson. Pardon ? Il mange ? Aussi, mais surtout du poisson. Mince, il ne faut pas tout me casser d'un seul coup. Il mange du poisson. Donc il est piscivore, okay, entre autres. Ça, c'est une dent de dinosaure. Ce dinosaure-là. Spinosaure. Qu'est-ce que mange le spinosaure ? Entre autres, parce qu'on a retrouvé à l'intérieur donc des fossiles, on a retrouvé des restes de poissons. Et il y a certains théropodes en Normandie où on a retrouvé à l'intérieur des restes de poissons. D'accord ? Je ne vous dirai pas lesquels parce que sinon je vous donne toute mon expo là, pour l'année prochaine. Donc il faut venir l'année prochaine. Donc voilà, le spinosaure. Vous le connaissez tous, vous avez vu Jurassic Park, le dernier. Voilà, c'est le spinosaure. Donc c'était voilà. Puis on ne reviendra pas. Si vous avez des questions après, on pourra rediscuter de la fonction de cette crête, etc. Ça, c'est pour toi après, ça, peut-être. Ouais. Non ? Alors, quelque chose, l'Exovisaurus. Ça vous évoque quelque chose, l'Exovisaurus ? En Normandie. J'ai entendu. Lisieux. Eh bien, celui-ci, il a été trouvé aux Frênes d'Argence. Il a été trouvé aux Frênes d'Argence. Donc, c'est un stégosaure, en fait. Hein, d'accord ? Donc pendant longtemps, en fait, les épines qui sont ici, on pensait qu'en fait elles étaient là, puis manque de peau, en fait, on s'est rendu compte qu'elles étaient là. Alors ce petit dinosaure qui est exposé, enfin ce petit dinosaure qui n'est pas tout à fait petit, il est exposé au Muséum du Havre. Enfin, il est exposé. Quand le Muséum du Havre va réouvrir, ce qui n'est pas demain la veille, mais quoi qu'il en soit, il est exposé au Muséum du Havre. Alors il a été trouvé dans les années 60, je crois, par M. Follet et M. Roger Brun. Ils ont fouillé à deux. Ils ont fouillé tous les deux. Et puis comme je dirais, beaucoup tout du moins de paléontologues amateurs, il y en a un qui a voulu garder la tête et puis le restant, tout ce qui était post-crânien. Roger Brun est décédé. Le Muséum du Havre a récupéré tout ce qui était post-crânien. Et puis la tête, apparemment, elle a disparu. On ne sait pas où elle est. Ah, ce qui est un peu dommage. Quoi qu'il en soit, voilà ce qui reste quand même du l'Exovisaurus, donc qui a été trouvé à côté de Lisieux. Dans les années, c'était dans les années 30, ça c'est le Havre, le chimérédien du Havre. Il a été trouvé aussi par Nopska,
qui était un paléontologue, mais un petit peu fou, mais c'est normal, qui était un petit peu fou, mais c'était peut-être un précurseur. Il était un peu bizarre, etc. Mais peu importe. Il a sorti aussi donc des restes de stégosaures. Quoi qu'il en soit, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu beaucoup de destruction, notamment les collections de Caen et les collections du Havre. D'accord ? Donc énormément de matériel paléontologique a disparu. Il y a des moulages qui sont au Muséum de Paris, mais il y a énormément de types. Vous savez ce que c'est qu'un type en sciences naturelles? C'est quoi un type? C'est un modèle qui sert après à regrouper dans la même taxon Voilà. les autres espèces. C'est un étalon en fait. Prototype, Voilà. Et lectotype, qu'est-ce que c'est? Le lectotype, qu'est-ce que c'est? L'holotype, c'est quoi? Non, non, je rigole. Après, il faut regarder, il y a des définitions qui sont un peu... Bref, peu importe. Mais ça, vous verrez ça plus tard. Vous demanderez d'ailleurs à votre professeur de paléontologie, voilà, vous lui demanderez ce que c'est qu'un lectotype, un holotype, etc. Quoi qu'il en soit, il y a eu du matériel de trouvé et il y a eu beaucoup de matériel de détruit. Tu vas pas m'aimer, hein. Ça voulu que je vienne. Hein. Le voilà donc tel qu'il était présenté, donc une partie de la colonne vertébrale, bon évidemment le crâne il manque, et puis une partie qui est derrière de la queue. Ça, ce sont des collections privées, c'est pareil. On sait que c'est un arrière-crâne de stégosaure. Définir lequel, ça, on sait que c'est du stégosaure, mais savoir lequel, on ne sait pas. Quoi qu'il en soit, ça permet aussi de faire des statistiques, ce qui est important pour la suite. Donc on peut s'imaginer une scène au Jurassique, donc en Normandie là. On peut s'imaginer en Normandie. Mais pourquoi pas en Normandie? Voilà, merci, parce qu'il y avait l'eau. Donc sur le massif armoricain, entre autres, on peut s'imaginer une scène avec un stégosaure et puis un mégalosaure là qui sont en train de se bastonner. Alors il y a peu de temps, il y a un collègue qui est parti en Angleterre, c'est un amateur, hein, qui m'a ramené en fait quelque chose qui est très intéressant. Cette vertèbre-là, bon ça ce sont des ammonites, on s'en fiche, mais cette vertèbre-là, en la regardant bien, en fait il s'avère que c'est de l'ankylosaure. Ça c'est un autre dinosaure. Alors c'est peut-être en Angleterre, mais par contre, à Boulogne, du côté de Boulogne, on trouve des dents. Alors vous voyez, ils ont des dents bizarres les ankylosaures. Hein. Donc une dent d'ankylosaure, on trouve en Angleterre, on trouve des vertèbres d'ankylosaure. Il a été signalé justement qu'il y avait dans l'ancien bulletin de la Société géologique de Normandie, il a été signalé de l'ankylosaure. Alors pourquoi pas ici? Pourquoi pas aujourd'hui? Peut-être qu'on pourrait en trouver. Et là, ça vient d'Afrique du Nord, mais ça c'est une plaque qui vient juste là, l'ankylosaure. D'accord ? Donc il y avait peut-être certainement sur le massif armoricain des bestioles qui se trimballaient comme ça aussi. On trouve beaucoup, quand on fait la proportion en fait, notamment sur le littoral, notamment en vache noire, on trouve énormément, on trouve beaucoup plus de dinosaures carnivores que de dinosaures herbivores. Et puis moi j'aime bien cette représentation qui a été faite par les Beneteau, parce qu'on se demande pourquoi. Pourquoi on trouve plus de carnivores que d'herbivores? Peut-être qu'en fait, les carnivores, ils étaient aussi un petit peu charognards. Et sur le littoral, à l'époque, pourquoi ils ne venaient pas becqueter un petit peu tous les restants en fait, des charognes, donc des ichthyosaures, là c'est un ichthyosaure, hein, ou des plésiosaures ou des pliosaures, ce que vous voulez. Pourquoi ils ne venaient pas becqueter un petit peu toutes les bestioles qui étaient échouées? D'accord ? Donc ça, c'est encore, on ne sait pas encore, mais bon, ça commence à mûrir un petit peu, et puis de plus en plus, parce qu'il n'y a pas de raison en fait. Hein. Et donc les théropodes, on retrouve de plus en plus de restes de théropodes, comme je vous l'ai dit, dans les falaises, notamment des vaches noires. Donc peut-être que ces animaux-là, ils venaient, ils étaient opportunistes hein, aussi, hein, comme nous d'ailleurs. Hein. Et peut-être, parce que on ne fait pas encore les poubelles, mais pas loin. Bien que quand on y pense, on fait peut-être les poubelles quand même d'ailleurs. Non, on en met des poubelles, ça c'est autre chose. Mais quoi qu'il en soit, peut-être que ces animaux-là venaient un petit peu manger ce qui se trouvait un petit peu sur la plage. Et donc étaient plus à même peut-être d'être emportés par les courants.
Ptérosaures, dinosaures volants. Il n'y a pas de réaction. Donc ptérosaures, non, ce n'est pas un dinosaure volant, bien entendu. Donc ptérosaures, ça on en trouve aussi en Normandie. Des restes de ptérosaures, donc des reptiles volants, qui ont disparu d'ailleurs en même temps que les dinosaures, il y a 65 millions d'années. Alors ce qui a été trouvé au Kimméridgien, au Cap de la Hèvre, par les frères Lepage, c'est alors ça c'est ce qu'on appelle un holotype. Et donc c'est cette petite mandibule là qui est assez sympathique du reste, qui est partie à Lausanne. C'est dommage. Mais voilà ce qu'on trouve. Voilà. Donc on voit les alvéoles dentaires, d'accord. Il y a une dent qui ressort. Voilà ce qu'on trouve. Donc quand on sort un fossile aussi, il faut savoir qu'on ne trouve pas. Enfin, il faut quand même avoir l'œil. Les amateurs ont quand même l'œil. Heureusement qu'ils sont là, les amateurs. Hein, parce que les scientifiques, ils ne sont pas tout le temps sur le terrain. Et heureusement que les amateurs sont là pour ramasser. Tiens, il y a un truc qui est bizarre, je vais le ramasser. Et puis après, on a un œil dessus. Pour les bons amateurs qui viennent apporter aux scientifiques. Hein, ça, c'est autre chose. Qu'ils ne laissent pas sur leur cheminée. Ça, c'est encore autre chose. Quoi qu'il en soit, eh bien, on travaille aussi avec eux. Et donc, voilà, ce petit... ça aussi, ça sera présenté pour la prochaine exposition. Donc, c'est assez rigolo parce que c'est quand même nouveau. Normanionatus. Et puis, voilà, pour les ptérosaures, le régime alimentaire des ptérosaures suivant les dents, il y avait même des ptérosaures qui avaient comme des fanons. D'accord. Toc. Et puis, je vous ai mis ça parce que ça, c'est ce qu'on a trouvé il y a peu de temps en Afrique du Nord. Tant pis, hein, c'est pas en Normandie, mais on pourrait trouver le même en Normandie. Ça, c'est une mâchoire de ptérosaure qui est coupée. Alors, c'est pas bien grand, mais c'est tout à fait mignon. Elle est coupée en deux. Et là, on voit bien que c'est des os qui sont creux. D'accord. Et ça, c'est une mâchoire avec les alvéoles dentaires. Toc. Et ça, par contre, c'est une dent. Et cette dent-là fait cette taille-là. Donc, il y avait des gros reptiles. Est-ce que vous avez une idée, d'ailleurs, des reptiles volants, la taille, enfin, pour le maximum, la taille qu'ils pouvaient faire? 12 mètres. Ah, t'es pas loin. T'es pas loin. Ça, c'est pour le Quetzalcoatus. Par contre, en Roumanie, il en a trouvé encore un autre qui est encore plus grand que ça. Voilà. Et par contre, il y en avait qui n'étaient pas plus grands que ça. Et puis, il y en a qui étaient comme ça, parce que là, vous pourrez le voir, là, il y en a. Enfin, c'est pas un vrai. Hein. Vous n'aurez jamais ramené un vrai. Mais vous pourrez regarder tout à l'heure, avec les petites dents. Donc, rien qu'avec les petites dents, notamment, avec ou sans dents, du reste, hein, comme le ptéranodon, on peut connaître le régime alimentaire. Alors, quand on fouille, évidemment, on n'y va pas comme à l'époque, quand j'étais étudiant, avec la masse et le burin. Maintenant, c'est fini ce temps-là. On y va avec le pinceau et la colle. Ouais, rigole. Et donc, quand on trouve des os, on y va un petit peu doucement. Hein, donc ça, évidemment, ce n'est pas en Normandie, mais c'est pour vous montrer un petit peu quand on fouille les précautions qu'il faut prendre. D'accord. Donc, les tubes de colle, ça y va, sans aucun problème. Colle superglue et puis plâtre. Donc là, c'est une phalange de ptérosaures, d'accord, qui sort en fait du Maroc. Donc, on dégage sans aucun problème, donc minutieusement, bien entendu. Et quelque chose qui est important, c'est qu'on utilise certains produits pour consolider l'os. D'accord, notamment, alors maintenant, je ne sais même plus si ça se vend, c'est du rhodopaste. On a du rhodopaste, en fait, qu'on dilue dans de l'acétone ou de l'alcool. Et en fait, quand l'alcool s'évapore, en fait, ça consolide, en fait, c'est une colle. Hein, c'est comme une résine, c'est une colle. Et donc, on enduit ça, l'os. Enfin, l'alcool, je préfère la boire, moi. Mais bon, ça, c'est autre chose. Et donc, une fois que c'est dégagé, évidemment, on ne peut pas prendre l'os comme ça. C'est valable aussi en Normandie, sans aucun problème. Hein. Donc, on fait avec des bandes plâtrées. Et d'ailleurs, pour le paléontologue, le meilleur ami du paléontologue, c'est le papier toilette. Hein, puisqu'on on met sur le fossile du papier toilette, tout simplement pour éviter qu'il y ait un contact entre le plâtre et le fossile en lui-même. D'accord. Donc, on met par-dessus le papier toilette, et ensuite, on enduit ça de plâtre pour pouvoir ressortir le fossile. Voilà. Donc là, il est plâtré. Et l'opération la plus délicate, c'est de retourner le fossile. Parce que si ce n'est pas bien plâtré, et ça m'est arrivé, mais ça m'est arrivé au Spitzberg. Spitzberg, vous savez où c'est? C'est à 600 km du pôle Nord, donc j'y vais pas tous les jours. Donc vous sortez un fossile, et puis si ce n'est pas bien plâtré, il y a la moitié qui reste par terre. Alors là, on n'est pas content. Donc il faut faire très attention. Donc voilà. Donc on retourne le fossile, après on ferme le plâtre, et on l'amène au laboratoire pour qu'il soit dégagé par des étudiants. Ah, ça arrive.
On a parlé de dinosaures, donc de reptiles terrestres. On a parlé de ptérosaures, de reptiles volants. Et puis en Normandie, on trouve quand même énormément de reptiles marins. D'accord? Donc il y a plusieurs groupes. Il y a évidemment les crocodiles, et ça, il y en a un paquet. Il y a les ichthyosaures, c'est ça, cette bestiole-là. Il y a les sauroptérygiens. Dans les sauroptérygiens, il y a deux groupes. Plésiosaures, pliosaures. Plésiosaure, c'est pas compliqué. Un grand cou, une petite tête. Pliosaure, une grosse tête, un petit cou. Hein, c'est vraiment pas compliqué, c'est comme ça. Bon, à l'intérieur, c'est autre chose. Les chéloniens, vous savez ce que c'est, les chéloniens. Les tortues. Et puis les mosasaures. C'est un groupe aussi qui a disparu, qui est apparu à la fin du Crétacé et qui a disparu aussi à la fin du Crétacé. Donc, ce qu'on retrouve parfois, c'est ce qu'on appelle les palettes natatoires. Alors, ils ne volaient pas, hein. Ils nageaient. Donc, ce qu'on retrouve, ce sont ces os-là, des palettes natatoires. Alors, parfois, on retrouve que, comme je vous ai dit tout à l'heure, parfois, on retrouve qu'un morceau de la palette, qu'une phalange. Parfois, on trouve, dans le meilleur des cas, l'ensemble, mais ça, c'est très rare. Et parfois, on retrouve ces petits trucs-là, là, hein, ces petites phalanges, et puis on essaye de les replacer un petit peu dans les groupes qui peuvent exister à droite, à gauche, pour essayer de déterminer ce que ça peut être. Donc voilà, d'autres. Ça, c'est un plésiosaure, pas un pésiosaure. Ça, je ne connais pas, ça. Plésiosaure, ça, je ne connais pas. J'ai oublié un L. C'est pas grave. Merci. Les crocodiles marins. Donc, en Normandie, il y en a plusieurs. Téléosaure, Métrorhynchus, enfin Métrorhynque et Machimosaure. D'accord? C'est vraiment les trois grands groupes qu'on peut retrouver en Normandie. À l'intérieur de ces groupes-là, il y a plusieurs taxons, bien entendu. Sténéosaure, sans aucun problème. Métrorhynchus. Si vous allez au Paléospace des Métrorhynchus, vous allez en voir. Sans aucun problème. Et Machimosaure, ça c'est un peu plus compliqué. Donc, trop tard. Si on regarde bien, à votre avis, celui-ci vivait où? Bien entendu. Ouais, mais ça, c'est pas facile, t'arrêtes pas de répondre comme ça, non. Sur le rivage. Et pourquoi? Alors, pourquoi? Alors, en fait, il a des pattes. Donc, même s'il est adapté à la vie marine, il est quand même au bord du rivage. Par contre, celui-ci, vraiment adapté à la vie marine, comme le Machimosaure. Là, Télédosaurus, qui a été trouvé donc à Écouché, dans le bâtonnier d'Écouché. Donc voilà ce qu'on peut trouver. Alors ça, il ne faut pas en tenir compte parce que je ne sais pas pourquoi je sais pas ce que ça fout là. Hein, ça c'est du plésiosaure. Hein. Peu importe. Ça c'est du crocodile. Et donc on va en voir plusieurs. Sténéosaure. Ça c'est Muséum d'histoire naturelle de Paris. Hein, d'accord. Voilà une reconstitution d'un sténéosaure. D'accord. Donc sur un rivage. Et on peut s'imaginer par exemple du côté de Caen, au bâtonnier, on peut s'imaginer qu'il y avait des marais, qu'il y avait la mer qui était peut-être pas loin, il y avait des marais, et il y avait ces bestioles-là qui vivaient. C'était Néosaure. D'accord? Là, il y en a un autre. Donc ça, c'est le crâne, hein, vous avez bien vu. Hein. Je n'ai pas besoin de vous expliquer, là. C'est bon? Un autre, c'est un super fossile, celui-ci qui est ici aussi. Et puis la personne qui est derrière, là, c'est Stéphane Huat. C'est un collègue, en fait, je ne sais pas si tu connais Stéphane. Mais c'est un spécialiste des crocos. Hein, donc, alors, il a laissé tomber la paléontologie, lui, parce qu'on ne vit pas de la paléontologie. Donc, il a laissé tomber la paléontologie, mais quoi qu'il en soit, c'est un des spécialistes quand même reconnus au niveau des crocodiles. Et quand il y a une publication scientifique à faire, c'est lui qui l'a fait, au niveau des crocos. D'accord? Un autre crâne de sténosaure qui a été trouvé à Villerville. Vous connaissez Villerville? Vous connaissez Villers-sur-Mer? Villerville, vous connaissez? C'est à côté d'Honfleur. D'accord? Et à côté d'Honfleur, il y a aussi, alors c'est pas les vaches noires, c'est les roches noires. Hein, et puis quand on revient un petit peu plus vers Honfleur, on retrouve aussi le chiméridien et on retrouve aussi ces bestioles-là. Donc ça, c'est un particulier qui l'avait. Sténosaure encore. Donc ça, on va en voir, hein, parce qu'il y en a un paquet. Hein. Donc ce sont souvent des restes, hein, simplement des restes. Hein. Donc des choses qui ont été éparpillées, qui ont été peut-être... alors, quand ça se fossilise, à votre avis, si on ne les trouve pas entiers, qu'est-ce qui peut se passer? Déjà, je vous l'ai dit tout à l'heure.
Pardon? Ça s'éparpille. Qu'est-ce qui peut arriver d'autre? Ils sont mangés par les charognards. Donc parfois, il y a des machins qui se trimballent un petit peu partout, à droite, à gauche. Exactement. Sténosaures encore. Donc il y a toutes les études qui sont faites avec les crânes, etc. Ça, c'est assez sympathique. Ça, je crois que c'est à Rouen d'ailleurs. Celui-ci. Il est à Rouen. Et je le récupère pour la prochaine expo, celui-ci. Alors celui-ci, il est à Lyon. Pélagosaurus. Celui-ci, c'est un crâne qui est tout à fait mignon. Il n'est pas bien grand. Hein. Ça fait 15 cm, mais il est complet. Il est en 3D, il est complet. Et ça fait rêver. Enfin, moi, ça me fait rêver en tout cas. Et donc avec le bouclier, avec tout ce qui est plaques dermiques, etc., les ostéodermes. Voilà. Donc ça sera présenté aussi. Metriorhynchus, donc celui-ci, donc adapté à la vie marine, d'accord, sans aucun problème. Celui-ci, il a été trouvé par Jean-Claude Gaillard. Celui-ci, il nous l'a donné à Elbeuf. Hein. Donc c'est un des plus complets qui existe. Metriorhynchus. Donc le squelette, il fait plus de 2 mètres, n'est-ce pas? Et quelque chose qui est intéressant, c'est qu'à l'intérieur, on a trouvé en fait un résidu de ce qu'il avait mangé. D'accord? Donc il y a du poisson, etc. Hein, il y a un bloc qui est à l'intérieur, donc il y a du poisson, il y a du crustacé, il y a un petit peu tout ça. Ce qui permet aussi de déterminer un petit peu ce qu'il pouvait becter. Un autre, Metriorhynchus, puis on va passer parce que vous avez peut-être cours après, non? Un autre, alors Metriorhynchus encore, on en trouve énormément, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on en trouve dans le Calvados, on en trouve aussi sur le littoral, mais du côté du Havre, etc. On en trouve partout des Metriorhynchus. Celui-ci, c'est le plus impressionnant que je connaisse. Enfin, tout du moins la mâchoire inférieure. Ça, c'est toujours pareil, c'est au musée à Luc ou Lyon, je ne sais jamais, c'est Lyon-sur-Mer. C'est parce que je les aime pas. Je ne dois pas les aimer parce qu'ils m'ont rien prêté. C'est peut-être pour ça que j'ai du mal. Ils n'ont jamais voulu rien me prêter. Et quoi qu'il en soit, voilà cette mâchoire inférieure. C'est quand même assez impressionnant. Hein. C'est un truc qui est de cette taille-là. D'accord ? Donc c'est quand même impressionnant et ce sont les vraies dents. Contrairement à ce qu'on trouve au Maroc, parfois il y a des dents qui sont remises comme ça. Hein. Ça c'est du vrai. Ça. Donc c'est les vraies dents de la vraie bestiole. Hein. Donc ça c'est avec la symphyse ici là. Donc c'est quand même assez intéressant. Le v'là, donc la symphyse, toc, avec les crocs. D'accord ? Donc là on voit bien, si on regarde les dents, on voit bien que tout à l'heure je vous parlais du spinosaure. Eh bien c'est complètement comparable aux dents de spinosaure. Un autre Metriorhynchus, et puis quelque chose qui a été trouvé du côté d'Alençon. Il y a déjà quelques, c'était en 2000 je crois, 2000-2001, peu importe, mais qui a été trouvé là dans le Crétacé. Jusqu'alors on parlait du Jurassique, là qui a été trouvé dans le Crétacé. Oceanosuchus, voilà ce fossile. C'est un amateur qui l'a trouvé. Voilà ce fossile, ce crâne-là d'Oceanosuchus, qui est quand même... alors, Boesensis, pourquoi? Voilà, tout simplement. Donc voilà, le crâne qui est quand même... ça, c'est un beau fossile. Voilà, les dents qui ont été trouvées à côté. Et ce qui est intéressant aussi, ce qui a été trouvé, alors j'ai pas de photo, mais ce qui a été trouvé à côté, c'est des vertèbres de serpent. Je ne sais pas pourquoi, mais ce sont vraiment des vertèbres de serpent. Il y a 2 vertèbres de serpent qui ont été sorties avec ce fossile. Alors ça c'est la suite, hein. Donc les vertèbres. C'est caractéristique. Hein. Voilà le reconstituer la bestiole. Enfin reconstituer. Voilà ce que ça pouvait donner. Donc c'est un beau fossile. Ah il en manque. Ah merci. Machimosaure. Donc un énorme crocodile qui a vraiment une sale tronche. Hein, celui-ci, alors il est reconstitué, c'est pareil au Paléospace. Si vous y allez, vous pouvez le voir. Hein. En général, on trouve que des morceaux comme ça. Mais déjà, c'est déjà du crocodile lourd, je dirais. Hein. C'est pas du sténosaure, c'est du crocodile qui est assez lourd, qui est marin sans aucun problème, vous voyez les dentitions et puis la forme de la mâchoire sans aucun problème. Les sauroptérygiens. Donc pliosaures, plésiosaures
et l'Asmoroidés. Donc, alors eux, ils avaient carrément un grand coup. Voilà, ça c'est pour vous, ça. Tu pourras prendre si tu veux. Voilà, d'accord, mais ça va te coûter plus cher. Il y a déjà quelques années, on allait fouiller du côté de Caen. Et puis, il y a un musée du côté de Caen qui a été monté par Michel Rioux. C'est le musée des ressources géologiques de Caen. Enfin, pas de Caen, mais enfin du Calvados, un truc comme ça. Enfin, peu importe. Et puis, il y a la personne à l'époque qui me dit je connais quelqu'un qui a trouvé des os dans son jardin. Ah, je dis, mais ça m'intéresse. Bien sûr que ça m'intéresse, des os, ça m'intéresse. Pas besoin d'aller au cimetière. Et donc, voilà ce que m'a montré cette personne-là. Alors, ça, tout de suite, ça se... Enfin, tout de suite. C'est du pléistocène, on redescend. Hein. C'est du pléistocène. Et tout de suite, on a vu qu'en fait, c'était pas n'importe quoi, et c'était un plésiosaure. Et puis, il s'est passé quelques temps, donc on a essayé de l'étudier. Alors, c'était pareil, un amateur, mais lui, il voulait pas trop. Hein. Pour essayer de le récupérer puis l'étudier, c'était pas tout à fait possible. Et puis, on en a parlé au muséum, etc. Et puis, donc, on a fait les mesures, on a pris les photos, ça, ce sont les vertèbres, etc. Et puis, il y a quelques années, lors d'une discussion, un soir, autour d'une bière, normal, on en parlait avec Eric Buffetot, et puis il y a Nathalie Bardet qui dit « Mais j'ai un crâne qui vient de ce niveau-là. » Et en fait, ce crâne-là, alors, tous les restes post-crâniens ont été sortis par cet amateur. Par contre, il a vu quelqu'un partir avec un bloc. Il ne savait pas ce qu'il y avait dedans. Alors, ce bloc-là, il a été au muséum de Caen. Et puis après, ce bloc-là, une fois dégagé, il était à Paris. Et puis, donc, Nathalie Bardet me dit, mais j'ai quelque chose qui ressemble à ça, qui vient des mêmes niveaux, qui dans mon tiroir depuis des années. Et en fait, je dis bien, peut-être, hein, mais vu la gangue, etc., que ce crâne correspondrait donc à ce fossile. Donc, les restes, j'ai rassemblé les deux. Donc, ils sont au musée d'Elbeuf. Parce que j'ai tout récupéré du coup. Mais ce crâne-là a traîné pendant des années et des années dans un tiroir, en fin de compte. Et puis, en regardant la gangue, donc c'est quand même assez important. Et dans la gangue, il y a aussi des marqueurs stratigraphiques, hein, puisqu'il a été sorti aussi avec des ammonites, certaines ammonites, etc. Et puis, c'est le même niveau, et apparemment, c'est la même bestiole. Donc, c'est quand même pas mal. Donc, ça, c'est réuni maintenant à Elbeuf. Ça a mis du temps quand même. Ça a mis du temps, mais c'est arrivé quand même. Alors, je vous montre ça parce que ça arrive quand même qu'on trouve des bestioles complètes. Vous pouvez pas... C'est comme dans les livres, ça. Là, c'est ici, là. Hein, on se trouve ici, pas au pôle Nord, mais à 600 km du pôle Nord, pratiquement au Svalbard. Voilà un plésiosaure. On a sorti un plésiosaure il y a déjà quelques temps, il y a en 2005, au Spitzberg. D'accord, donc une bestiole qui fait 8 mètres de long. Et ça, c'est comme dans les livres. Là, vous avez la palette natatoire, vous avez la ceinture scapulaire. Hein, et puis derrière, vous avez la ceinture pelvienne qui est ici. Voilà. Alors parfois, ça arrive quand même aux paléontologues de sortir des bestioles complètes. Et ça, c'était un grand moment de science. Comme dans les livres. Étalé comme ça, comme dans les livres. Voilà. Au Havre, il a été sorti aussi, donc... alors ça, c'est au Havre. Pareil, ça, c'est Marc Maréchal qui a sorti ça. C'est un pliosaure, lui, par contre. Hein, d'accord, donc, une grosse mandibule qui avait déjà été... Enfin, il y en a déjà qui avaient été sortis et décrits par Lénier. Eh bien, lui, il en a sorti une. Alors, c'est toujours pareil. Il y a d'autres amateurs qui sont passés avant, qui ont une partie du fossile, mais comme ils ne s'entendent pas avec le muséum du Havre, ils ne s'entendaient pas avec le muséum du Havre, ils ont gardé cette partie du fossile. Par contre, le muséum du Havre a l'autre partie, ce qui est un peu dommage, en fait. Enfin, c'est toujours au Havre, mais c'est un peu séparé. Voilà ce qu'on peut trouver aussi. Donc voilà, ça c'est la mandibule qui est reconstituée. Donc de cette bête-là. Grande tête, petit cou. Donc ça c'est la coupe Strati, hein, du cap de lèvre. Liopleurodon. Donc encore, ça a été trouvé, ça c'est tout ce qui est Villers-sur-Mer, etc. Donc il y a aussi donc, des bestioles comme ça qui se promenaient. Alors ça vient pas d'ici, hein. Ça vient d'Angleterre. D'accord, mais voilà ce qu'on peut en Angleterre. Alors, à votre avis, il y a aussi quelque chose, c'est qu'en Angleterre, on peut trouver des choses comme ça, complètes. Comme ce qu'on a trouvé au Spitzberg. À votre avis, qu'est-ce que ça peut dire, ça? Pourquoi on en trouve là, on trouve que des fragments, et pourquoi, à un moment donné, dans certains sédiments, on en trouve des complètes?
C'était recouvert assez rapidement. À Spitzberg, apparemment, c'est ce qui s'est passé aussi. Recouvert, la bestiole, elle meurt, elle descend, recouvert. Très rapidement. Là, il y a aussi des mouvements de marée. Enfin bon, il y a tout un truc. Mais en tout cas, tranquille, toc, et c'est recouvert assez rapidement. Et pas de charognard, etc. Les ichthyosaures, donc ces petites bêtes-là, qui ressemblent à des dauphins, mais ce ne sont pas des dauphins, n'est-ce pas? Ça vient de la Ken, dans le Calvados. Ça c'est un petit crâne, c'est incomplet, mais il est mignon celui-ci. J'ai eu l'occasion de l'avoir dans les mains, jusqu'à temps qu'il disparaisse, parce qu'il était à Paris 6, mais après il a disparu. Par contre, c'est un petit crâne qui est très sympathique, qui est en 3D. D'accord? Donc un petit crâne d'ichthyosaure. Là, on a les yeux, hein, si vous voulez. Il manque juste le rostre ici, mais déjà c'est quelque chose, avec le condyle qui est derrière, c'est quand même quelque chose qui est déjà assez sympathique. Ophthalmosaurus, Jurassique supérieur, falaise des vaches noires. C'est déjà des grandes bestioles, hein. Et puis toujours, on revient au Spitzberg, vite fait. Voilà ce qu'on peut trouver au Spitzberg, pareil, hein. Donc vous avez une vertèbre, enfin vous avez tout le squelette, hein, je ne vous ai pas montré, mais et vous avez toutes les côtes à côté. Donc un milieu de sédimentation, toc, la bestiole crève, ça sédimente. D'accord? Et on récupère le crâne. Et puis le crâne, ce dont je vous parlais tout à l'heure, on l'a plâtré, on l'a mal plâtré, on l'a retourné, il y a la moitié qui est restée sur place. Là, ça pique. Là, ça pique, ça fait mal. Ah, lui aussi. Les mosasaures, donc là, on se trouve au Crétacé supérieur. Il y avait ces espèces de grands lézards marins qu'on appelle des mosasaures. Alors, les mosasaures, ici, ce qui est connu en Haute-Normandie, c'est simplement des dents. On n'a pas d'ossements. Ça fait partie, enfin, c'est la même famille que les varans, c'est les varanidés, en fait, hein. Mais par contre, on n'a que des dents. Donc, dans certaines carrières, on arrive à retrouver dans la craie, donc on arrive à retrouver, et puis on va en venir à la craie, parce que je sais que M. Guillaume Hermier aime bien la craie. Toi aussi, tu aimes bien la craie? À fond, on va parler de la craie. Donc voilà ces espèces de grands mosasaures. Alors, par contre, en Afrique du Sud, là on voit un qui est en train de becter une ammonite. Par contre, en Afrique du Nord, pardon, je ne sais pas pourquoi je parle de l'Afrique du Sud. En Afrique du Nord, par contre, on en trouve énormément, notamment dans les phosphates. Voilà. Hein, voilà ce qu'on peut sortir quand on va au Maroc. Ça, ce sont des mâchoires de mosasaures. D'accord? Donc là, on voit les crocs, là, on voit les dents. D'accord? La mâchoire et les dents. Ça, c'est M. Beneteau qui aime bien faire des représentations. Moi, j'aime bien ces représentations-là. Pliosaure, ichthyosaure, plésiosaure. D'accord? Donc ça, on peut... alors, évidemment, il ne posait pas comme ça, hein. Hein, mais c'est quand même les grands groupes quand même de reptiles marins qui existaient, tout du moins au Jurassique. Il est gentil, celui-ci, quand même. Il a une belle tête. Ça, vous savez ce que c'est? Non, bah vas-y. Des bélémnites, oui. D'ailleurs, est-ce qu'elles existent toujours, les bélémnites? Non. D'accord. C'est les cousins de qui, les bélémnites? Les sèches, ouais. Puis quoi d'autre? Bon, après, voilà. La côte Sainte-Catherine. Ça, c'est intéressant, c'est à côté de chez vous, ça. La côte Sainte-Catherine. Vous connaissez la côte Sainte-Catherine? Ouais, au pied de Bonsecours. Côte Sainte-Catherine. Qu'est-ce qu'on trouve à la côte Sainte-Catherine? C'est connu quand même. On trouve effectivement un parking avec derrière le parking un mur. Mais derrière, il y a quelque chose d'autre. Donc on est dans le Crétacé, hein. Il faut s'imaginer que dans le Crétacé, à cette époque-là, voilà, tout ça, tout ce qui est grisé un petit peu au Crétacé, ça c'est la mer. D'accord? Ici, ce sont des terres qui ne sont pas recouvertes par les eaux. Et derrière le mur, eh bien, on trouve quelque chose quand même qui est assez important. Qu'est-ce qui... Est-ce que c'est ouais, bah oui, c'est marqué, mince. La craie de Rouen. D'accord? On trouve un affleurement de la craie de Rouen. Et en 2001, on a monté un colloque, parce que ici, là, vous avez le mur, hein, ce que vous voyez tout à l'heure, là. Ça, c'est derrière le mur. Tout ça, c'était rempli de déchets, etc. Et en 2001, on a monté un congrès, Cénomanie en 2001, et donc les services de la ville sont venus tout déblayer. Et du coup, on voit ici ce qu'on appelle le Cénomanie inférieur, d'accord?
L'horizon de Rouen, le hard ground, vous savez ce que c'est qu'un hard ground? Qu'est-ce que c'est? Un arrêt de sédimentation, alors. Un fond durci, Tu leur expliqueras ce que c'est aussi. Hein, tout ça. Là tu as du boulot. Là. C'est Junier qui fait ça. On a ce qu'on appelle donc le hard ground de Rouen et après la craie de Rouen. Alors maintenant, je sais, avec une grande discussion avec M. Gérard Breton, qu'en fait, le hard ground de Rouen, c'est le toit du cénomanien inférieur. Oui. Ah, j'étais pas d'accord, mais c'est quand même bon. Il m'a convaincu. Que c'est. Bon, peu importe. Ouais. Peu importe. Donc là, vous avez donc le hard ground de Rouen. Et donc, juste au-dessus, vous avez l'horizon de Rouen. Et ce qu'on trouve, c'est la Canthoceras rotomagencée. Rotomagencée, quand même. Ça, vous connaissez. Rotomagencée. Hein? Où ça? Donc, ils doivent savoir. Bah, pourquoi ils ne répondent pas? Ils ont peur. Rouen. D'accord? Donc, décrit à Rouen, en tout cas. Rotomagus, Rouen. Donc, on a donc toute cette faune-là et donc surtout toute la formation de la craie de Rouen jusqu'au hard ground, enfin, le premier hard ground antifère. Enfin, au-dessus, tout du moins. Où on retrouve Actinocamax plenus. Il peut vous le dire. Sinon, vous lui demandez. Non, tu n'as pas fouillé, toi, c'était à Pavie. Tu as fouillé, là? Ouais. Enfin, peu importe. Ça, vous pouvez. Alors, ce qui serait bien, peut-être, parce qu'on essaye toujours que ça soit accessible pour les étudiants, c'est toujours pas fait. Mais c'est dommage parce que là, on a vraiment tout ce qu'il faut pour montrer un petit peu tout cénomanien inférieur, passage cénomanien moyen et en plus cénomanien supérieur, avec les zones à Canthoceras, Jukens, Bourny et tout ça. Ça, tu les vois, avec leur grande paville en plus. Un jour, peut-être que ça sera fait. Alors, nous, on a fouillé ce site-là. Pas au site exactement où je vous ai montré, mais par contre, au pied de la côte Sainte-Catherine, c'était rue Henri Rivière. Et donc là, on a sorti du matériel. Donc le matériel, je vous dis, c'est pas pour mettre sur la cheminée. Hein. Donc le matériel a été étudié. Et puis là, en fin de compte, là, on voit. Alors ça, c'était en 2001, ça. J'étais plus maigre que ça. Ça me fait mal quand je vois ces photos-là, mais bon, tant pis. Et là, on voit en fait quelque chose qui est assez intéressant, c'est la différence de couleur. Et ça, c'est le hard ground Rouen. Une partie du hard ground Rouen. Parce que Juni, à l'époque, avait vu simplement hard ground. Mais en fait, il y a un dédoublement du hard ground. On le voit sur ces blocs éboulés. Donc voilà, donc ça c'est un Acanthoceras qui est en cours de dégagement. On le voit le hard ground ici là. Vous voyez, ça c'est du phosphate, hein, avec plein de terriettes dedans. D'accord? Et donc on sort toute une faune. Donc Scaphites, Forbesiceras, Acanthoceras, là aussi un autre. Alors celui-ci c'est normalement on les trouve petits. Alors celui-ci est assez balèze, c'est Calicoceras asiaticum. Non, c'est celui-ci. Calicoceras asiaticum qui est assez balèze. Alors par contre les Acanthoceras, tout à l'heure je vous ai parlé de marqueurs stratigraphiques. Les acanthos, on les trouve pas ni en dessous ni au-dessus. On les trouve vraiment au cénomanien moyen. Et qu'on soit en Allemagne, qu'on soit en Angleterre, qu'on soit en Amérique, qu'on soit au Maroc, on sait que si on trouve un acantho, on est au cénomanien moyen. D'accord? Des Turellites, donc toujours pareil, hein, des ammonites déroulés. Hein. Ça c'est Turellites, alors je ne sais plus si c'est Costatus ou Acutus, parce que la photo est floue, mais enfin ça sera bien Acutus. Turellites schwetzerianus, ça c'est un petit oursin qui est quand même pas mal, c'est Cameraogalerus cylindricus, et puis évidemment aussi on trouve du vertébré, notamment les dents de requin. Donc voilà, en fait, on a revu un petit peu ce que n'avait pas vu Junier, c'est qu'en fait, il y avait un dédoublement du hard ground sur ce coin-là. Vous ne pouvez pas le voir, évidemment, parce que... Donc voilà la coupe. Ça, Jean-Paul, je pourrais te la donner si tu veux. Mais ça va te coûter cher. Et puis quelque chose quand même. Ah oui, ça pique, hein. Ça pique. J'étais en train de fouiller, et puis je suis tombé sur quelque chose comme ça. Alors au départ, c'est pour ça qu'il a un petit star, là, hein. J'ai tapé en plein dedans, puis j'ai vu que c'était quand même bizarre, puis je me suis dit il faut peut-être faire attention, et puis en fait il s'avère que c'est un fémur de tortue marine, et c'est pas n'importe lequel. Là ce fémur, donc pris sous différentes vues, est présenté à la fabrique, hein. Mais il s'avère quand même que c'est la plus ancienne tortue marine géante connue jusqu'alors. Elle vient de Rouen, et c'est Ryan Tong qui est une spécialiste des tortues marines qui l'a étudiée. D'accord ?
Donc c'est quand même et ça vient de Rouen. C'est surtout ça qui est, hein, quand même. Donc c'est quand même assez important. Et donc ça vient de Rouen, mais en plus sur le hard ground, posé sur le hard ground Rouen, avec les ammonites tout autour. Parce que quand on trouve un fossile, bon, le fossile c'est bien, mais si on ne regarde pas ce qu'il y a tout autour, ça ne sert pas à grand chose. Parce qu'après, il faut reconstituer le paléo-environnement, ce qui est plus sympathique quand même. Il y a du poisson aussi qui a été trouvé, donc qui a été étudié par Lionel Cavin, qui est à Genève. Et puis, comme je vous dis, on essaye de reconstituer le paléo-environnement. Donc, on fait des corrélations. On a les faunes. On a un petit peu toute la stratie, etc. Et puis, on essaye de faire un petit peu des blocs diagrammes. Moi, quand j'étais gamin, je jouais aux petits soldats. Maintenant, voilà, ce que je m'amuse à faire ça. Moi, ça m'amuse. Et puis, ça, c'est Rouen. Et puis, il y a d'autres coins. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Elbeuf, ou tout du moins les alentours d'Elbeuf. Il y a Saint-Didier-des-Bois, qui est juste en haut. Hein. Donc, eh bien, on a des témoins du Campagnen. Campagnen, là, on se trouve, alors on voit mal, hein, mais on se trouve tout en haut du Crétacé supérieur. Et pendant longtemps, c'est des carrières qui ont été exploitées. Donc il y a de la faune qui a été trouvée, qui a été récoltée, etc. Puis en 1956, il y a un personnage quand même qui s'appelle Monsieur Follet, je vous en ai parlé tout à l'heure, qui a trouvé en fait cette belemnite-là, Goniotetis quadrata, caractéristique du Campagnen. Et donc sur ce site-là, donc, nous sommes dans le Campagnen. Donc c'est un des témoins dans les terres, entre autres, du Campagnen. D'accord ? Les communaux. Et maintenant, je ne sais pas si j'ai une... Voilà. Maintenant, alors, il y a d'autres ammonites. Mais maintenant, voilà ce que c'est devenu. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont planté de la violette de Rouen. J'ai rien contre les botanistes. Je dis bien planter de la violette de Rouen. Et donc maintenant, on ne voit plus aucun affleurement. Mais bon, ça, c'est autre chose. Mais ça, je rouspète assez, mais c'est pas grave. Ah, je n'ai pas le droit de l'arracher, mais bon, parfois, c'est pas l'envie qui m'en manque. Peu importe. Voilà ce qu'on peut retrouver, ces affleurements-là. Donc ça, c'est une autre ammonite. Et puis, il y a ce que j'appellerais la géologie des trous de poteaux. Parce que parfois, quand il y a une maison qui se construit, ou quand il y a un paysan qui a besoin d'avoir de la marne, ce qu'on appelle vulgairement de la marne, ou quoi que ce soit, il va creuser quelque chose. Et dans ces cas-là, nous, on essaie de regarder ce qu'il y a dedans. Parce que parfois, on trouve des choses, notamment ces petits calices de crinoïdes qui peuvent être assez sympathiques et aussi qui peuvent être un marqueur. Puis ou ces étoiles de mer, du reste. La vallée de l'Oison, vous connaissez la vallée de l'Oison ? Ça, c'est derrière Elbeuf. Alors, on ne voit pas beaucoup d'affleurements, mais par contre, c'est quelque chose qui est très intéressant. Donc voilà la vallée de l'Oison. Donc vous avez Elbeuf qui est par là, la vallée de l'Oison, toc toc. Les communaux, ceux dont je vous ai parlé tout à l'heure, se trouvent ici. C'est des braquis anticlinaux. Enfin, je vais peut-être passer les détails, parce que ça va être gonflant après. Voilà. Par contre, voilà les affleurements. Il y a beaucoup de végétation. Donc là, par contre, il faut prendre sa pelle et sa pioche et puis aller creuser un petit peu pour voir ce qu'il y a en dessous. Et puis ce qu'il y a en dessous, on repère un petit peu. Déjà, il y a quelque chose qui est important, c'est aussi on repère la végétation. Et puis si on repère la végétation, on sait ce qu'il y a en dessous. Pas toujours, mais on sait sur quoi ça pousse. Donc ça, c'est l'observation naturaliste. Ce que vous avez peut-être perdu, ou ce que vous n'avez pas vu comme vous voulez. Et puis, quand on fouille, parfois on trouve quand même des choses assez intéressantes. D'accord ? Ça, c'est collection Jérôme Girard, un amateur que tu connais peut-être. Donc, il a publié énormément de choses sur la vallée de l'Oison. Il a trouvé des choses quand même assez intéressantes. Il a publié avec Kennedy, etc. Ça, c'est aussi un site géologique. N'est-ce pas ? Et normalement, là, ici, c'est marqué réserve géologique, hein, dans la vallée de l'Oison, au bec Thomas. Et quand on fouille, en fait, on fait une tranchée. Donc, quand on fouille, on descend. Toc, toc. Mais on ne descend pas pour avoir le niveau qui est intéressant, on descend pour voir tout ce qui se passe. D'accord ? Donc ici, là, en fait, on arrive ici au niveau de Rouen, du Hard Grand Rouen, on essaie de voir tout ce qui se passe en haut. D'accord ? Et donc, on lève ce qu'on appelle une coupe stratigraphique. D'accord ? Donc parfois, géologie aussi des trous de poteaux, hein, parfois c'est pas bien grand, mais on trouve des choses aussi intéressantes. Et puis, un moment, sur un site, on va trouver ça, on va lever une petite coupe, parfois ça fait 1 mètre, hein, peu importe. On va faire une corrélation parce qu'on va aller à un autre endroit et puis on va retrouver le niveau qui est en dessous, toc, et on va le choper et puis on va redescendre plus bas. Et puis au fur et à mesure, on essaye tout du moins de lever une coupe stratigraphique sur tout un ensemble.
Ça, c'est une coupe Strati. Et puis aussi, ils en ont fait les forams et tout ça. Les foraminifères, vous aimez bien? Pas encore? Ouais. Les forums, non, vous avez pas. Vous allez voir, c'est vachement bien. Vous allez voir, c'est rigolo. Donc voilà. Donc en fait, ce sont aussi pour certains de bons marqueurs stratigraphiques. Mais c'est amusant à trier. Et puis quand on arrive parfois donc, dans ces trous de poteaux, ben, on trouve des dents. Ça c'était une dent, mais alors je ne savais absolument pas, parce que c'est la première fois que j'en avais dans les mains. C'était la première fois que je voyais ça. Ça fait déjà longtemps maintenant. Et puis donc j'en ai parlé un petit peu à mon collègue qui s'appelle Gilles Cuny, qui est un spécialiste des requins, et qui m'a dit oh attends c'est bizarre, ça je connais pas non plus. Et puis on a été rechercher un petit peu, à l'époque il était en Angleterre, on a cherché dans les collections anglaises, et puis il s'avère que c'est une petite bestiole qui est assez sympathique. Voilà. D'accord. Alors ça vient d'Amérique, ça. Hein. D'accord. Mais ce qu'on a trouvé, ce sont les dents de cette bestiole-là. Donc au Crétacé, au Cénomanien, il y avait ces bestioles-là, Protosphaerina, en tout cas celui-ci certainement Ferox, qui vivaient ici. Okay. Donc parfois, ce qui est aussi intéressant, c'est que là, alors c'était le gazoduc qui a traversé la vallée de l'Oison, enfin une partie de la Seine-Maritime et puis aussi donc une partie de la vallée de l'Oison. Et donc là, dans ces cas-là, il faut être présent, puisque ça nous permet d'avoir tous les niveaux. Donc on lève la coupe avec tous les fossiles qui vont avec. Donc ça, c'est intéressant. Parce que là, on ne peut pas se tromper. Parce que tout à l'heure, je vous disais, parfois, on va sur un site, on va lever une coupe d'1 mètre, on va sur un autre site, mais parfois, il faut faire attention, tandis que là, on a tout. D'accord. Donc là, on a eu tout du cénomanien inférieur jusqu'au supérieur. On trouve aussi l'épidote, on trouve souvent des écailles. Ça, on retourne dans le Jurassique, ça c'est pour vous parler des poissons. L'épidote, d'accord, ces écailles-là. Du sélacanthe, on trouve du sélacanthe aussi, sans aucun problème. Si vous allez au paléospace, il y a un palétocarré de sélacanthe qui est énorme, c'est des grosses bêtes. Ah. D'accord. Sélacanthe, vous connaissez le sélacanthe. Et puis les schistis, alors ça c'est un poisson qui est assez intéressant, parce que c'est un poisson qui est filtreur d'ailleurs, mais un poisson qui pouvait faire jusqu'à 12 mètres, plus de 10 mètres. Un énorme truc, les schistis. Et puis ce fossile-là est assez intéressant, puisqu'en fait on a les yeux qui sont ici. Enfin bon, ça a été dégagé d'une façon assez spectaculaire, du reste, est très bien dégagé. Et puis voilà la tronche de ce poiscaille, qui pouvait faire donc jusqu'à 12 mètres. Des requins, bien entendu, d'accord. Avec, alors je me rappelle d'une blague qu'avait fait Monsieur du Peuple à l'époque, mais je ne la répéterai pas, celle-là. Hein, ça, c'est une épine dorsale de Asteracanthus. Hein, Asteracanthus, donc c'est un requin hybodonte, hein, le v'là, entre autres. Enfin, c'est une reconstitution. Donc les épines, ils sont là, d'accord. On n'a pas la gaine ici, là. Vous en avez ici d'ailleurs. Vous pourrez regarder tout à l'heure, il y en a ici. Et puis donc les dents, différentes dents. Alors ce qu'il y a aussi chez les poissons, comme chez les crocodiles d'ailleurs, eh bien les dents, suivant la position dans la mâchoire, elles sont différentes. Donc pendant longtemps, en fait, ils trouvaient une dent, les paléontologues trouvaient une dent, puis l'autre n'était pas pareil, donc ils faisaient deux espèces différentes. Alors que ça peut être la même espèce. Comme pour les ammonites. Pour les ammonites, parfois ils faisaient deux espèces différentes, sans tenir compte du dimorphisme sexuel. Microconque, macroconque. Et puis ça, c'est la dernière donc, qui a été trouvée à Romanche. Hein, donc ça, c'est pareil, c'est un... Alors, c'est pas un nouveau taxon, c'est un nouveau taxon pour la Normandie. On dira ça comme ça. On dira ça comme ça parce que celle-ci, je l'ai trouvée il y a déjà 10 ans, puis elle est restée pendant 10 ans sur mon bureau. Et puis, une fois, ça m'a pris, je l'ai pris en photo, je l'ai envoyé à mon collègue Gilles Cuny qui m'a dit wow, « c'est vachement intéressant, c'est nouveau ». Sauf qu'il y avait déjà son collègue qui l'avait publié parce que moi, elle était restée 10 ans sur mon bureau. Voilà. Donc, c'est nouveau pour la Normandie. Voilà, on dira ça comme ça. Donc, voilà. Par contre, vous voyez, c'est tout petit. Hein. Donc, on trouve des gros trucs, mais aussi, on trouve des petits trucs. Hein. Des petites choses. 5 mm, hein. C'est pas bien grand. Alors, Gilles Cuny, lui, il faut savoir que cette dent-là, elle a un numéro d'inventaire. Par contre, elle est détruite. Parce qu'il est obligé de la détruire pour... alors, c'est compliqué, moi, j'y connais rien du tout. Mais c'est compliqué au niveau de la dentine, etc., pour déterminer l'espèce. Et donc, il m'a bouffé ma dent. D'autres poissons, comme les pycnodontes.
Hein, il y en a des petits, celui-ci n'est pas bien grand, celui-ci non plus, mais qui peuvent être assez grands. Donc ça, c'est pareil, hein, au Crétacé, on peut les trouver, au Jurassique et Crétacé, on peut les trouver. Et puis, je voulais terminer par ça. Parce que ce qui est important aussi, ce qu'on ne fait pas en Normandie, parce que peut-être que les étendues sont beaucoup moins vastes qu'en Afrique du Nord. Par contre, quand on va en Afrique du Nord, on prend plusieurs points. D'accord. Je parle d'Afrique du Nord au Maroc. Hein. Donc on lève les coupes stratigraphiques, sans aucun problème. On essaye de corréler plusieurs points. Là, il y a 7 sites. D'accord. On essaye de corréler les différents points pour essayer de comprendre un petit peu ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, ce qu'on appelle le paléo-environnement. D'accord. De voir un petit peu comment ça s'est passé. Là, c'est du Crétacé. D'accord. Ici, alors ce sont les mêmes niveaux. Hein. C'est les mêmes formations, les mêmes niveaux. Par contre, ici, on part du sud pour remonter vers le nord. D'accord. Ce sont les mêmes formations. Par contre, ce ne sont absolument pas les mêmes sédiments. Et puis, donc on lève les coupes stratigraphiques et puis on regarde un petit peu les fossiles, ce qu'on peut trouver, etc. Et puis, en fait, on fait les assemblages, ce qu'on appelle les assemblages phoniques. D'accord. Du sud vers le nord. Parce qu'on a quand même peut-être déjà une petite idée. Tout simplement parce qu'on essaie de voir quelque chose. Et ce qu'on arrive maintenant à dire, tout du moins pour l'Afrique du Nord, c'est qu'il y avait un delta. D'accord. Là, ici, on trouve du dinosaure, on trouve du reptile volant, ptérosaure, on trouve du poisson, on trouve des requins-scies, on trouve du crocodile, sans aucun problème, on trouve de la tortue. Qu'est-ce que ça pouvait être? Oui, mais évidemment, il voit aussi, hein, c'est foutu. Qu'est-ce que ça pouvait? Bah oui. Bah oui. Par contre, on revient vers le nord, vers Goulmima, etc. Là, on ne trouve plus ces bestioles-là. Par contre, on trouve vraiment des ammonites. On trouve vraiment des organismes marins francs. Donc delta. Et ça, c'est ce qu'on a sorti. C'est les dernières choses qu'on a sorties. Voilà. Donc, je vous disais tout à l'heure qu'en fait, moi, j'aime bien jouer aux petits soldats. Voilà, je fais des petits dessins. Eh bien, quand on part là, voilà. Quand on essaye de travailler comme ça, on fait un assemblage phonique. Toc, et on remonte. Delta, marin franc. C'est ça qui est important. Parce que le fossile en lui-même, c'est sûr, c'est intéressant, mais le paléo-environnement, c'est aussi intéressant pour essayer de comprendre ce qui s'est passé à une certaine époque. D'autant plus qu'on trouve certaines faunes à un endroit, par exemple au Maroc, et puis on les retrouve aussi, la même faune, au Brésil. C'est quand même bizarre. Ça, c'est pour toi après. Voilà.